raconte. Christophe Ondelatte. C'est une histoire criminelle absolument hors norme que je vous propose. L'histoire de l'assassinat en 2017 à Londres, en Angleterre, de Sophie Lyonnais. Une jeune fille au père française qui a été séquestrée, maltraitée, affamée et finalement tuée. Par qui ? Je vais me garder de vous le dire maintenant. Disons qu'elle a été tuée par un couple complètement pervers, des dingos absolus et répugnants. Pour le débrief, l'avocat français qui était partie civile pour la famille de Sophie Lyonnais, maître Franck Berton, ténor du barreau de Lille. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Et si on commençait par le décor de cette histoire ? Je vous préviens, ce sera la seule partie romantique de ce récit. Profitez-en pour prendre un bon bol d'air frais, vous en aurez besoin. Cette histoire se déroule dans un très joli petit quartier du Grand Londres, en Angleterre, Southfields. Un décor très british, bourgeois, mais pas triple bourge non plus. Des villas de style édouardien, en briques, collées les unes à côté des autres. Regardez la rue qui va être le cadre de cette histoire. Wimbledon Park Road. C'est mignon. Enfin, si on aime les rues où toutes les maisons se ressemblent. Perso, c'est pas trop mon truc. Peu importe. Nous sommes le 20 septembre 2017, un mercredi, et il est 15h. C'est l'heure idéale pour faire un peu de jardin. Et une habitante de la rue est là, tailler ses rosiers. Et puis soudain, ça sent le brûlé. Vous trouvez pas ? Ah oui, ça sent vraiment le brûlé. Et puis il y a de la fumée qui s'échappe du jardin du voisin. Ça doit venir de là. Mais impossible de vérifier de visu. Il y a un mur qui sépare les deux jardins. Elle se dit quand même, il abuse, ce fucking voisin. Mais qu'est-ce qui est en train de brûler ? Et là, elle décide d'appeler les pompiers. Et c'est comme ça que commence cette histoire sordide. Oui, il y a beaucoup de fumée, oui. Oui, ça vient du jardin du voisin, au 164 Wimbledon Park Road. Voilà. D'accord, vous arrivez. Les pompiers frappent à la porte du 164 Wimbledon Park Road. Bonjour, monsieur. On nous a signalé un important dégagement de fumée qui semble venir de votre jardin. Ah, c'est normal, je fais un barbecue. Ne vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas d'incendie, tout va bien. On pourrait quand même voir pourquoi il fait autant de fumée, votre barbecue. Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez. Le gars conduit les pompiers jusqu'à son jardin. Vous voyez, je suis en train de griller du poulet. Il y a effectivement des cuisses de poulet sur le barbecue. Mais les pompiers ne sont pas idiots. Ils ont bien vu que dans le fond du jardin, il y a bien un feu. Un gros feu. Qu'est-ce que vous faites brûler, là, monsieur ? C'est parce que c'est ça qui fait le fumet. Oh là, je fais griller un mouton. Du poulet, un mouton, un homme seul à 3h de l'après-midi. Ce type est bizarre. Les pompiers s'approchent. Oh my God! C'est pas un mouton qui crame. C'est un corps humain. On voit une main qui dépasse et un bout du visage. Les pompiers appellent la police. Et ensuite ils éteignent le feu. La première chose que font les policiers de Sa Gracieuse Majesté quand ils arrivent sur place, c'est of course d'arrêter le propriétaire. C'est un Français, figurez-vous. My name is Wissem Medouni. Medouni, voilà. Il dit qu'il a 40 ans et qu'il est analyste financier à la City. Il est emmené au bureau de police et placé sur le grill. Est-ce que vous pouvez me dire, monsieur,
Qui est la personne dont le cadavre brûlait chez vous? Je vous écoute, monsieur. Monsieur? Les roast-beef se retrouvent face à un mur. Le Frenchie ne décroche pas un mot. Il a compris qu'il était coincé. Il a compris qu'il était cramé, c'est le cas de le dire. Alors il a besoin de cogiter. Qu'est-ce qu'il va pouvoir leur dire pour tenter de s'en sortir? Entre-temps, les policiers ont arrêté sa compagne, Sabrina Quider, française elle aussi. Elle n'était pas là quand les pompiers sont arrivés, elle était allée promener ses 2 fils au parc. Vous me dites que Wissem faisait brûler un cadavre humain? C'est ça. Mais enfin, c'est pas possible. I can't believe it. Dites-moi, nous avons appris, par vos voisins, madame, que vous hébergiez une jeune fille au père. Et ils ont parlé d'une jeune femme qui s'appelle Sophia. Sophie. Sophie, oui, elle a travaillé chez nous, c'est vrai. Mais elle a démissionné. Et elle est rentrée en France. Depuis combien de temps? 2 jours. Pendant ce temps-là, les policiers de la scientifique passent les cendres dans le jardin au peigne fin. J'ai des lunettes ici. Et dans les cendres, ils trouvent aussi un bracelet et des restes de vêtements. Des objets que les proches voisins identifient tout de suite. Parce qu'ils la connaissaient bien, la jeune fille au père. Depuis plus d'1 an qu'elle était là. Ah oui, ce sont les lunettes de Sophie, ça. Oui, le bracelet aussi, je me souviens. C'est à elle. Vous croyez que... Enfin, je veux dire, vous pensez que... Oui, madame, on est comme vous. On se dit que c'est elle le cadavre, la jeune fille au père, Sophie Lyonnais, qui travaillait chez Wissem Medouni et Sabrina Quider depuis 14 mois. À ce stade, il n'y a pas une petite lumière rouge qui s'allume dans votre tête? Sabrina Quider a dit que Sophie avait démissionné il y a 2 jours et qu'elle était rentrée en France. Elle nous a baladés, maman. Parce que si c'est Sophie Lyonnais qui brûlait dans le tas de bois, alors elle n'est pas rentrée en France. Et il n'est pas sûr qu'elle ait démissionné. Elle ment, cette Sabrina Quider. Et donc elle file en prison avec son chéri, le temps d'y voir plus clair. C'est Scotland Yard qui récupère l'affaire, pile au moment où se déroule l'autopsie. On pouvait s'en douter au premier coup d'œil. Mais la radio est absolument formelle. Cette femme a probablement été battue très violemment. Vous voyez le fracture ici sur le mâchoire, ici sur le tibia et le péroné, ici sur les côtes, et puis regardez le sternum. Je peux vous dire que pour fracturer un sternum, il faut sacrément y aller. Ça a été un véritable carnage. Et elle est morte de ça, des coups qu'elle a reçus. Non, elle est morte noyée. Et au vu de l'eau contenue dans ses poumons, elle est probablement morte noyée dans une baignoire. Scotland Yard commence par se rencarder sur le duo de Français. Lui, Wissem Medouni, a grandi en région parisienne. Il a été analyste financier à Paris et puis à Londres. Et d'après les voisins, il vient de quitter son job et il en cherche un autre. C'est un monsieur très poli, parfaitement bien élevé, très gentleman, je dirais. Elle, en revanche, Sabrina Quider, les voisins l'ont un peu dans le pif. Ils la trouvent un peu show-off, vous voyez? Comment dites-vous déjà en français? M'as-tu vu? Voilà, c'est ça. M'as-tu vu? À cause de sa garde-robe un peu poète-poète, de ses décolletés plongeants et de ses brushings d'actrice américaine. Vous connaissez Kim Kardashian, la vedette de télé-réalité américaine?
Ah ben la même. Il paraît qu'on les confond souvent. Elle m'a dit qu'elle travaille dans le mode. Styliste, un peu maquilleuse aussi, et photographe. Pour les mannequins. Vous voyez? On voit d'autant plus qu'on a sous les yeux son compte Instagram. Ah oui, ça brille de mille feux. Elle envoie du beau monde, maman. Enfin, si on considère que les starlettes londoniennes sont du beau monde. Maintenant que Wissem et Sabrina sont soupçonnés d'avoir fait griller leur jeune fille au père, autant vous dire que les amis se lâchent. Oh ben dans le couple, vous savez, c'est elle qui porte la culotte. L'autre, c'est un petit toutou. Il fait ce qu'elle lui dit de faire. Je pense même qu'il a peur d'elle. Ce qui renforce l'idée que elle n'est pas blanc-blanc dans cette affaire. Et la famille de Sophie Lyonnais, alors, en France, dans Lyon, est-ce qu'elle a eu vent d'un problème? Un problème avec ses employeurs. La police française est mise à contribution. Des problèmes? Elle avait l'air heureuse chez eux. Elle me parlait des enfants qu'elle aimait beaucoup. C'est vrai qu'elle m'a écrit une lettre pour me dire que bon, elle était déçue par ses patrons et qu'elle songeait à rentrer en France. Mais rien de plus alarmant que ça. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, il y avait un problème entre la jeune fille au père et ses patrons. Petit problème, grand problème, pour l'instant, on ne sait pas. Mais en même temps, les policiers de Scotland Yard apprennent par les amis du couple que ça n'était pas tout noir non plus, que Sophie a aussi bien profité de sa patronne et de son côté starlet. Oh ben vous savez, Sabrina s'était mis en tête de la moderniser. Alors elle lui avait appris à lâcher ses cheveux, à mettre des lentilles au lieu des lunettes, à oser un petit décolleté, vous voyez. Je crois même qu'elle a fait une séance photo avec elle, chez elle. Elle s'entendait vraiment bien. Et évidemment, Sophie Lyonnais a partagé ses photos sur Facebook et sur Insta. Et les copines et les copains ont liké de ouf. Miss Quitter, vous dites que vous n'avez rien à voir avec le meurtre de Miss Lyonnais. Admettons. Mais quelles étaient vos relations avec elle? Mes relations avec elle? Eh ben, pas bonnes. Elle était nulle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était une paresseuse qui faisait rien à la maison. Elle passait la journée sur son smartphone, vautrée dans le canapé, et elle attendait qu'on la serve. En fait, c'est pas elle qui travaillait pour nous, c'est presque nous qui travaillions pour elle. Elle dit aussi que de l'argent et des bijoux ont disparu, et qu'elle soupçonne fortement Sophie de les avoir volés. Joli portrait, qui ne colle pas du tout avec les photos sur Instagram, ni avec l'idée que s'en faisaient les parents. Mais c'est pas fini. Sabrina Quitter a autre chose à ajouter. Mais là où elle m'a carrément trahi, c'est quand elle s'est entichée de mon ex. Ça, on peut dire que ça m'a pas plu. Votre ex? Quel est le nom de ce monsieur, je vous prie? Walton. Mark Walton. Et comment cette jeune femme l'a-t-elle rencontré, votre ex? Ben, par Facebook. D'accord. Et à votre connaissance, ils se sont vus? S'ils se sont vus? Oui. Plusieurs fois. Chez lui ou à l'hôtel. Ils se sont pas gênés. Mais lui, il servait d'elle, en fait. Pour voir mon fils. Je ne comprends pas, madame. Mes deux enfants, ce sont pas les enfants de Wissem. Hein. On s'est rencontrés après leur naissance. Et mon petit dernier, qui a 4 ans, eh ben c'est Mark Walton qui en est le père. Mais moi, je voulais plus qu'il le voie parce que la dernière fois, il m'a dit que son père l'avait touché, caressé, vous voyez. Il est pédophile, Marc. Et c'est pour ça que je voulais plus qu'il voie son fils.
Et lui, il payait Sophie pour qu'elle lui amène son fils en cachette. Voilà. Vous savez tout. Il faut oser noircir comme ça le portrait d'une morte. Bon, à part ça, ils l'ont tué ou pas? Face aux policiers de Scotland Yard, Sabrina finit par lâcher le morceau. Le cadavre qui brûlait dans le jardin laissait peu de doute. Bon, je vais vous le dire. C'est Wissem qui a tué Sophie. Mais c'était un accident, enfin. Moi, j'étais pas là, j'étais dans ma chambre. Mais c'était un accident. Ils ont parlé de Marc, tous les deux, dans notre fils, de tout ça, du fait qu'elle amenait voir son père, malgré mon interdiction. Et puis le ton est monté, et lui, il l'a juste poussée. Elle est tombée en arrière. Sa tête a heurté le carrelage, et elle est morte. C'est un accident. Wissem, il voulait pas la tuer. Après, il est venu dans ma chambre pour me dire ce qui s'était passé. On a décidé de brûler le corps. Mais c'était pour protéger les enfants, pour sauver notre famille. C'est pour ça qu'on l'a brûlé. Entendu. Je voudrais revenir sur un point, madame. Vous avez dit tout à l'heure que vous saviez que mademoiselle Lyonnais et votre ex-compagnon, M. Walton, se voyaient. Mais comment pouvez-vous en être certaine? Mais parce qu'elle me l'a dit. Et puis j'ai la preuve. Une lettre. Une lettre qu'elle a écrite de sa main. Une lettre dans laquelle elle reconnaît tout. Intéressant. Les policiers mettent la main sur cette lettre. Et elle confirme le contexte du crime. Le cœur du conflit est bien ce fameux Marc et son fils de 4 ans. Mark Walton m'a demandé de venir le voir. Il a commencé à toucher ma poitrine, ensuite il m'a embrassé dans le cou, et Mark m'a proposé de l'argent et il m'a demandé de revenir et d'amener le petit dernier de Sabrina. A priori, c'est bien l'écriture de Sophie. Donc, si on s'en tient à ses aveux écrits, Sophie, la jeune fille au père, livrait un enfant de 4 ans à son père pédophile contre de l'argent. Ça ne justifie pas de la tuer, bien entendu. Mais ça peut être une circonstance atténuante. Si c'est vrai. Alors, ce Mark Walton, on a bien envie de lui poser 1 ou 2 questions, n'est-ce pas? Ça ne va pas être très commode, il habite à Los Angeles. C'est un gros poisson là-bas de l'industrie musicale américaine. Il s'occupe de Lady Gaga et de Jennifer Lopez. C'est un gros poisson. Il est un peu surpris quand il voit débarquer Scotland Yard dans sa villa de L.A. Ce que vous me racontez là est absolument stupéfiant. Enfin, rien de tout cela n'est vrai. Rien. Je ne connais pas cette Sophie. Je n'ai jamais échangé avec elle sur Facebook. Je ne l'ai jamais rencontrée. Et d'ailleurs, aux dates que vous me donnez, j'étais pas en Angleterre. J'étais ici, à Los Angeles. Vous pouvez vérifier. Mon ordinateur est là, mon téléphone est là aussi. Allez-y, fouillez, vérifiez. C'est une histoire de fou. Et les policiers vérifient. Et ils ne mentent pas. Effectivement, il n'était pas en Angleterre quand Sabrina Quider affirme qu'il a vu son fils en cachette. Il était à Los Angeles, c'est sûr et certain. Sabrina Quider raconte n'importe quoi. Et en attendant, c'est sorti dans la presse américaine tout ça. Et ces raclures de bidets de journalistes racontent partout qu'il a violé son fils. Il est obligé d'aller se défendre à la télévision. Sa carrière vient de voler en éclats pour rien. Il est innocent. Et maintenant, question. Pourquoi Sabrina Quider a-t-elle menti? Pourquoi est-ce qu'elle a inventé toute cette histoire? Son ex qui violait son fils et Sophie qui l'amenait le voir en cachette. Mark Walton a sa petite idée.
Pourquoi? Mais pour l'argent. Parce que ça qui l'intéresse, l'argent. J'ai passé 2 années avec elle, on a eu cet enfant, et depuis, elle veut de l'argent. De l'argent et de l'argent. Ok, c'est possible. Mais à ce stade, on n'est pas obligé de le croire. Et à Londres alors? Est-ce que les policiers de Scotland Yard ont trouvé la preuve que Sophie Lyonnais était une mauvaise jeune fille au père? Une feignasse, doublée d'une voleuse? Ah ben non, pas vraiment. Parmi les amis qui ont été invités à dîner chez Sabrina et Wissem, il y a 2 sons de cloche. L'un, soft. Oh, Sophie, elle était formidable, hein. Les enfants étaient super bien avec elle. Bon, c'est vrai que quand même, c'est elle qui faisait tout, hein. Le ménage, la vaisselle, les courses, les repas. Moi, je disais à Sabrina, tu lui fais trop faire de choses, enfin, c'est pas une bonne. C'est une jeune fille au père. Et c'est aussi elle qui emmenait les enfants à l'église le dimanche. Alors que franchement, c'était pas vraiment son rôle. Non. Mais il y a aussi des amis qui disent, oh, elle était épouvantable avec Sophie. Épouvantable. Je lui ai dit plusieurs fois, arrête Sabrina de martyriser cette fille. Donc Sophie n'était pas une feignante. C'est Sabrina Quider qui l'a harcelée et qui l'exploitait comme une esclave. Et Wissem, alors, qu'est-ce qu'il en dit de tout ça? Est-ce que c'était vraiment un accident? Bah oui. Ça s'est passé exactement comme Sabrina l'a raconté. Sophie est tombée, la tête sur le carrelage et elle est morte. C'était un accident. Et la bêtise qu'on a fait, c'est juste avoir brûlé le cadavre, quoi, c'est tout. Mais c'était un accident. Vraiment. Alors pourquoi s'est-elle cassé le tibia et le péroné? Pourquoi a-t-elle le sternum enfoncé? Pourquoi est-ce qu'elle a de l'eau dans les poumons? Il nous balade tous les deux. Il nous balade dans les grandes largeurs. Mais d'un autre côté, il y a quand même cette fichue lettre. Cette lettre écrite de la main de Sophie en forme de confession. C'est moi la méchante. C'est moi qui ai livré le petit dernier à son père pédophile. Comment est-ce que Sabrina a obtenu cette lettre? Sophie l'a-t-elle écrite de son plein gré? Ou a-t-elle été forcée? Les policiers auscultent les téléphones portables du couple. Et ils tombent sur des heures et des heures de vidéos. 8 heures au total. Des enregistrements stupéfiants. Ces crétins se sont filmés en train de menacer Sophie. On l'écoute? T'as fait une grosse connerie, Sophie. En fait, t'as livré un enfant de 4 ans à un pédophile. Mark Walton t'a payé, Sophie. J'ai des preuves. Tu dois le dire. Tu peux pas repartir chez toi sans rien nous dire. Et sur l'écran, on voit Sophie, toute maigre, cadavérique, apeurée. Mais en fait, tout ça est faux. Je me souviens pas être allé chez quelqu'un avec le petit. Je sais pas de quoi vous parlez. Les salauds tentent de lui arracher des aveux filmés, de lui faire avouer quelque chose que sans doute elle n'a pas commis. Et pourquoi veulent-ils des aveux filmés? Eh bien peut-être pour faire chanter Mark Walton, pour qu'il passe à la caisse. Et dans ce cas de figure, ils auraient donc tué Sophie Lyonnais juste pour de la thune. C'est vertigineux. Les policiers de Scotland Yard décident d'interroger le fils aîné de Sabrina Quider, un petit garçon de 9 ans. Il a entendu des choses le soir de la mort de Sophie. J'ai été réveillé par un bruit. Et comme ça venait de la salle de bain, alors je suis allé voir. La porte, elle était fermée. J'ai entendu Sophie, elle criait. Et elle pleurait aussi. Et après, j'ai entendu comme des bruits d'eau. Ça faisait splash, vous voyez? Et même l'eau, elle est passée par-dessous la porte.
Et qu'y avait-il dans cette salle de bain, en dehors de ta nounou, Sophie? Eh ben, j'ai entendu la voix de Wissem, et puis aussi la voix de maman. Là, c'est plus du tout la même histoire. D'abord, ils étaient là tous les deux, Wissem et Sabrina, et ça, on ne le savait pas. Et puis, elle n'est pas tombée sur la tête en arrière sur le carrelage. Ils l'ont tuée dans la salle de bain. Tous les deux. Sauf si le gamin ment, ce qui est peu probable. Et le lendemain, tu l'as revue, Sophie? Non. Maman, elle m'a dit que tu la verras plus, elle est rentrée en France. Ils ont menti tous les deux. Ils l'ont tuée volontairement. Et les voilà donc inculpés pour assassinat. C'est plus la même limonade. Ce que les policiers découvrent par la suite dépasse l'entendement. À force de se repasser les vidéos prises avec les portables, ils s'aperçoivent que pendant des semaines, Sabrina et Wissem ont torturé Sophie. Tiens, regarde-la. Elle a que la peau sur les os, la gamine. À mon avis, ils l'ont privée de nourriture. Ils l'ont aussi privée de son portable. Elle ne pouvait appeler sa mère en France que du portable de Sabrina. Et elle devait dire « tout va bien », bien sûr. Et j'ai gardé le plus stupéfiant pour la fin. Ils ne la payaient pas. Ils ne l'ont jamais payée. Pas une livre sterling en 14 mois. Ils en avaient fait leur esclave. Des ordures. Mais pourquoi l'ont-ils tuée à la fin? On est toujours dans les hypothèses. Ils l'ont sans doute tuée pour que de retour chez elle en France, elle ne parle pas. Pour qu'elle ne revienne pas sur sa lettre d'aveu. Pour qu'elle ne raconte pas comment il l'avait traitée. Ils l'ont tuée parce qu'elle était devenue gênante. C'est probablement tout. Et pendant toutes ces semaines, Sabrina a poussé le bouchon jusqu'à appeler la mère de Sophie. Catherine, sachez que je considère votre fille comme ma propre sœur. Je prends soin d'elle, hein. Je la protège, oui. Je ne lui ferai aucun mal. Machiavélique. Et eux alors, maintenant qu'on sait tout ça, quand on les interroge, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien lui, Wissem, reste accroché à son premier scénario, une dispute avec Sophie, qui se termine par une mort accidentelle. Et elle continue de dire qu'elle n'était pas là, qu'elle n'était au courant de rien. S'ils maintiennent leur version au procès, ils vont droit dans le mur. À ce petit jeu, ils sont bien partis pour perpète. Tous les deux. Le procès du couple français s'ouvre en mars 2018 devant la Haute Cour criminelle de Londres. Et la première surprise, c'est que Wissem Medouni change de ligne de défense. La vérité, c'est que c'est pas moi qui l'ai tué. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste aidé à brûler le cadavre. Ce qui veut dire, monsieur, que c'est votre compagne qui l'a tué. Oui. Oui, c'est elle qui l'a fait. C'est une femme très forte, vous savez. Elle en est parfaitement capable. Ça faisait des mois qu'elle l'a maltraité et qu'elle l'a frappé, par exemple avec des câbles électriques. Retournement de situation. Et alors elle, Sabrina Quider, qu'est-ce qu'elle en dit? Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. J'étais dans ma maison, mais je ne savais pas ce qui se passait. Je dormais. Il fallait s'y attendre. Ils se renvoient à la balle. Ils ont compris que leur petit scénario ne tenait pas, alors c'est chacun pour soi. La mère de Sophie Lyonnais vient à la barre. Vous êtes machiavélique. Vous pouvez verser autant de larmes de crocodile l'un que l'autre. Ces monstres l'ont battu à mort. Ils l'ont laissé affamé. Ils lui ont enlevé sa dignité. Et finalement sa vie.
Les vidéos qu'ils ont tournées, je les ai vues, moi. Et je peux vous dire, elles me hanteront jusqu'à la fin de ma vie. Le verdict tombe. Wissem Medouni et Sabrina Kouider sont tous les deux reconnus coupables d'assassinat et de destruction de preuves. Et 2 jours plus tard, la cour criminelle annonce la peine. Ils écopent tous les deux d'une peine de perpétuité assortie de 30 années de sûreté, auxquelles viennent s'ajouter 5 ans et demi supplémentaires pour la destruction du cadavre. Justice est rendue. Terrible histoire que nous allons débriefer maintenant avec vous, maître Franck Berton du barreau de Lille. Vous défendiez dans cette affaire les intérêts de la famille de Sophie Lyonnais lors du procès à Londres. Peut-être qu'on peut d'ailleurs commencer par une question technique. Un avocat français peut intervenir dans un procès au Royaume-Uni ? Oui, il n'y a pas de difficulté. À partir du moment où on est assisté également d'avocats anglais, en fait, en même temps aux États-Unis, on appelle ça des barristers, mais dès qu'on est assisté ou accompagné d'avocats anglais, ou même dans tout pays du monde, lorsqu'on est accompagné d'avocats finalement du pays dans lequel se tient le procès, l'avocat français peut intervenir. Alors parfois il peut plaider, parfois il peut pas plaider. Là à Londres, je n'ai pas pu plaider parce que la loi ne l'autorise pas, mais j'étais présent au procès avec la famille de Sophie Lyonnais, comme vous venez de l'indiquer, et puis on a assisté au débat, on pouvait poser des questions par l'intermédiaire des barristers. Voilà, on avait une vraie place, quoi. Alors le procès, restons-y. Donc il se renvoie la balle dans ce procès. Donc du coup, on n'a pas d'explication de ce meurtre sordide. Je suppose que pour la famille que vous représentez, c'est très très frustrant. Si vous voulez, Christophe, comme vous le racontez dans votre histoire, c'est-à-dire que cette famille est partie au départ d'une incompréhension totale parce que les liens semblaient bons entre la famille qui avait accueilli Sophie et puis ce qui se passait là-bas. Enfin, je veux dire, le job était sympa, elle quittait Lyon, elle allait à Londres comme jeune fille au père, elle s'occupait de 2 petits gamins, la famille était à la fois dans la finance et puis la mode, donc c'était pour Sophie et sa famille, et c'était une expérience extraordinaire. Et puis les lettres qu'elle pouvait envoyer étaient des lettres un peu aussi, parfois un peu alarmantes, en disant j'ai du mal à m'acclimater, parfois je travaille beaucoup, mais ça n'a pas plus que ça inquiété la famille, en disant c'est peut-être plus le mal du pays qu'autre chose. Et en réalité, lorsque Scotland Yard va appeler la mère de Sophie pour lui annoncer ça, et les policiers français vont venir à son domicile aussi, au même moment lui annoncer que malheureusement on a retrouvé le cadavre de Sophie dans les conditions que vous avez décrites, ça va être finalement un choc parce que rien ne laissait présupposer à cette famille qu'elle était tombée chez de tels monstres et qu'une telle issue, et que Sophie, que leur fille était morte, et qu'en plus elle avait été torturée, qu'elle avait été finalement affamée, qu'elle avait été torturée, comme vous le racontez, dans une baignoire, et puis qu'elle avait été, son cadavre a été calciné et brûlé. Donc au procès, la famille finalement attendait de savoir ce qui s'était passé et pourquoi. Et après le procès, elle n'en sait rien. Elle n'en sait rien. Alors c'est toujours rien. D'abord, on ne sait toujours pas qui l'a tué, puisque comme vous le dites, ils se sont rejetés la balle l'un et l'autre. On ne sait pas qui des deux a tué, ou les deux. Ou les deux, voilà, ou commettre le geste de la tuer, comment elle a été tuée. Alors, vous savez, il y a une chose aussi que Scotland Yard a pu faire, c'est-à-dire qu'on a reconstitué à partir des os du corps de Sophie son squelette. Une technique anglaise a priori assez révolutionnaire, et on s'est aperçu, et Scotland Yard s'est aperçu qu'elle avait eu les os brisés, donc on lui avait tapé dessus à plusieurs endroits du corps, avant bien évidemment de la tuer, et qu'elle avait aussi donc eu des actes de torture de ce genre-là et de cette sorte-là. Et donc on a eu des brides comme ça d'informations au fur et à mesure de l'enquête qui a été menée par Scotland Yard qui finalement porte l'accusation dans le procès anglais. Il n'y a pas de procureur, c'est Scotland Yard qui accuse et qui mène le procès. Les deux questions essentielles, c'est qui l'a tué, on n'a pas eu de réponse,
Et pourquoi a-t-elle été tuée? On n'a pas eu davantage de réponses. Est-ce qu'il s'accroche toujours à ce prétexte qui a été finalement démonté par l'enquête, selon lequel Sophie livrait leur petit garçon à Mark Walton? Non. Non, ça je crois, non. Ils Ça ont pas du lâché. tout à un moment donné. Ils ont lâché ça. Oui. Ils ont lâché ça comme ils ont lâché leur premier système de défense qui consistait à dire que elle était tombée, que c'était un accident, que bien évidemment il n'y a pas eu de violence. Ce qui est assez fou, et là finalement ce qui les a perdus, c'est les vidéos qu'ils ont prises, qu'ils ont enregistrées, des actes de torture. Il y a notamment une scène de vidéo terrible où Sophie est dans le salon, où on lui demande d'avouer finalement que Mark Weldon commet des actes de pédophilie sur l'enfant et qu'elle l'a vu. Bien évidemment, Sophie, comme vous l'avez raconté, n'a jamais vu Mark Weldon. Celui-ci n'était pas en Angleterre de toute façon au moment des faits, mais elle est obligée d'avouer des choses comme celle-ci pour sauvegarder sa vie, pour essayer de s'en sortir. Et ça, ces vidéos-là ont été conservées et ont servi d'éléments de preuve contre ces deux assassins pour leur dire, non mais attendez, voilà, vous étiez dans une folie meurtrière. Et le mobile, c'est quoi? C'est l'argent. Ah ben, c'est bien raconté dans votre reportage. Le mobile, l'hypothèse qui s'impose, c'est que ils allaient demander de l'argent à Mark Walton sur la base de la lettre qu'ils avaient forcé Sophie à écrire, et qu'une fois qu'ils auraient fait ça, ils n'avaient plus besoin d'elle, et donc ils la tuent. C'est un mobile d'un cynisme absolu. Ah, tout à fait, Christophe. Moi, je pense que rarement, vous savez, d'abord, à la fois dans la commission du crime, c'était quelque chose d'assez terrible, mais aussi dans le mobile tel qu'il est apparu. En réalité, ils veulent de l'argent, et je crois que Sophie va plus servir à grand-chose, sauf à accuser Weldon d'acte de pédophilie sur l'enfant qu'elle a pu avoir, je parle de Sabrina Quinn, qu'elle a pu avoir avec lui. Ouais. Le reste, à partir du moment où Sophie a écrit cette fausse lettre, cette fausse attestation qui aurait servi à soutirer de l'argent à Weldon, à partir de là, elle doit disparaître. En plus, elle est au courant manifestement, où elle comprend, elle n'est pas bête, Sophie, elle comprend qu'elle sert finalement de prétexte ou d'alibi pour engager une procédure derrière d'extorsion de fonds à l'encontre de Weldon, et puis elle va donc devoir disparaître. Mais ce qui est terrible, c'est qu'ils la font disparaître après de nombreuses heures de torture, à la fois en essayant de la noyer dans la baignoire, en lui frappant dessus, en l'affamant. Elle a été affamée pendant plusieurs semaines. Il y a une photo qui est extraite des vidéos qu'on présentera à la maman de Sophie. Elle ne reconnaîtra pas sa fille. Elle a perdu à peu près 20 kilos, vous imaginez. Donc ça veut dire que ça durait depuis de nombreuses semaines. C'est pas quelque chose qui est immédiat, qui est instantané. La torture a duré de nombreuses semaines. Il y a quelque chose qu'on a quand même du mal à comprendre, Franck, c'est que lui était bien analyste financier, et elle gagnait aussi sa vie. Ils avaient besoin de tant d'argent que cela? Écoutez, a priori, oui. En tout cas, l'enquête de Scotland Yard, c'était une enquête incroyable parce qu'ils ont tout fouillé. L'environnement, l'environnement professionnel, familial, amical, a permis de déterminer qu'ils avaient un train de vie relativement somptueux, qu'ils d'abord, vous le racontez très bien, ils vivaient dans une maison somptueuse à Wimbledon, ils avaient des caméras partout, ils avaient un train de vie mondain assez extraordinaire, et donc je crois que oui, ils avaient besoin d'argent. Et puis il y avait Weldon, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent parce qu'il était dans le showbiz, il vivait aux États-Unis, et donc finalement on n'en avait peut-être pas suffisamment ou pas assez, et cette idée folle, finalement les a habités à un moment donné pour conduire à ce drame. Alors qui est, selon vous, le leader du crime? C'est elle ou c'est lui? J'ai en mémoire cette phrase donc d'une de leurs amies qui dit « c'est elle qui porte la culotte ». Écoutez, moi je les ai vus au procès pendant de nombreuses semaines parce que ce procès a été très long. Alors on les a pu les observer, c'est très compliqué. D'abord, en les regardant, on n'arrive pas à savoir, bien évidemment. Ça serait trop simple, ça serait trop facile. À les écouter, c'est pareil. L'un et l'autre ont l'impression, finalement, d'être tout à fait normaux. Il n'y en a pas un qui prend le dessus, en tout cas à l'audience de ce que j'ai vu, sur l'autre. Et c'est l'éternelle question aussi, j'ai envie de dire, c'est même la troisième question qu'on avait envie de se poser, de savoir qui était le leader de ce couple. Est-ce que c'était elle qui était assez fantasque ou lui qui était assez violent, parce qu'on sait qu'il était assez violent de par l'enquête qui est plus réalisée. Je ne sais pas, Christophe. Je suis désolé de vous dire, je ne sais pas. Je peux pas vous apporter une réponse de savoir si c'est lui ou si c'est elle ou si c'est finalement les deux qui, par une sorte d'entraînement,
dans cette folie meurtrière qui ont conduit à la mort et à l'assassinat de Sophie? Je ne sais pas, j'ai pas cette réponse. Mais tout de même, moi, ce qui continue aussi de m'étonner, c'est que ce meurtre est d'une froideur considérable. Ils ne sont pas loin tous les deux d'être des psychopathes sur ce coup-là. Bien sûr, vous savez qu'il y a eu, comme chez nous, il y aurait eu des expertises psychiatriques qui ont été ordonnées et qui ont été réalisées. Aucune des expertises psychiatriques ne vient déterminer une pathologie ou un trouble psychique laissant penser qu'on aurait pu abolir leur discernement ou altérer leur discernement. Rien de tout ça. Quand je vous disais il y a quelques instants que c'est un couple finalement assez banal, je le pense et j'en suis convaincu. Mais cette folie a conduit Medouni, je vais être un peu cru, mais pardon, à découper le corps de Sophie et le faire brûler pour partie chez lui, dans son jardin. Vous imaginez jusqu'où la folie meurtrière est allée. Et ce n'est que c'est simplement parce que les voisins, et surtout un petit gamin d'une dizaine d'années, a eu son attention attirée, que les pompiers sont venus, comme vous le racontez, etc., etc. Bon, mais il faut quand même être sûr de soi pour aller jusque à envisager ou même exécuter de tels faits et gestes, au-delà de la mort par elle-même et du drame et des tortures. C'est-à-dire qu'ils se pensaient finalement assez intouchables et que rien ne pouvait les atteindre. Et voilà, ils se sont débarrassés de Sophie. Finalement, ils l'ont torturée de la même manière qu'elle a vécu ces derniers mois avec elle, c'est-à-dire sans intérêt. Sans intérêt, elle n'existait pas. L'admiration de Sophie pour Sabrina, elle a existé? Ces séquences, ces photos, ces scènes où elle la relook, où elle lui fait couper ses cheveux, elle lui fait porter des lentilles au lieu des lunettes, ou ouvrir un petit décolleté. Ça a existé, ça, à une époque, au début de leur histoire? Ah oui, ça existait, j'en suis convaincu. On a plusieurs témoignages des amis de Sophie qui, par Facebook ou par les petits messages qu'elle envoyait, où finalement elle était heureuse dans les premiers temps de vivre à Londres et qu'il ne le serait pas. Elle venait, et ça n'a rien de péjoratif, d'une campagne bien française, du centre de la France, où finalement, elle n'avait pas vu grand-chose. En tout cas, elle n'avait jamais voyagé. Elle ne connaissait pas le monde du spectacle, pas le monde de la mode. Elle se maquillait pas. Elle avait peu d'intérêt pour sa propre personne et son look. Et c'est vrai que Sabrina Couder, à mon avis, l'a éveillée à tout ça. Je pense que Sophie était son jouet, était sa poupée, au-delà du fait qu'elle était aussi en charge de l'entretien, en tout cas des deux enfants. Mais très vite, on voit que les choses se sont dégradées, qu'elle l'utilisait, elle l'a brimée, elle l'a rabaissé. Un certain nombre de comportements étaient dans le quartier, notamment auprès de l'épicier, ont été décrits par l'épicier qui disait mais elle était finalement la Cosette, la bonne à tout faire. Et on l'a vu même, nous, physiquement, se flétrir. Hein, elle n'était plus la petite française venue faire son babysitting en Angleterre. Et elle s'est fanée. Et finalement, c'était déjà, à mon avis, le début du processus engagé par ce couple diabolique. Merci Franck. Franck Berton, grand avocat lillois, ténor du barreau de Lille et premier ténor aujourd'hui depuis que Dupond-Moretti est ministre. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.